est 19 h, madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. 15 ans que cela n'était plus arrivé. Les Tuamotu en mal de pluie depuis le mois d'août. La pluie ici importante pour les cultures, la température, mais aussi pour le quotidien des habitants. Plus d'évacuation sanitaire depuis 6 mois maintenant vers la Nouvelle-Zélande en raison de la fermeture des frontières. Un vrai problème pour les malades polynésiens. Un tiers des Evassan étaient dirigés vers le pays avant la crise sanitaire. Le gouvernement est-il victime de bashing, traduisez de dénigrement collectif? Le président du pays affirme en tout cas que les propos de certains opposants à la politique sanitaire du pays vont trop loin. A-t-il raison de le dire? On fait le point dans un instant. Y aura-t-il des surprises dimanche pour les sénatoriales? A priori non. Les jeux sont faits. Le politologue Semir Alouardi nous le confirmera ou pas tout à l'heure. Prévenir plutôt que sanctionner, une méthode encouragée par les autorités de l'État et du pays. Aujourd'hui, gendarmes et psychologues étaient au lycée de Taravao pour tenter de convaincre les élèves d'aimer la vie sans drogue et sans violence. Les Tuamotu adoreraient pouvoir chanter « Il pleut bergère » avec le sourire. Mais depuis le mois d'août, ils font plutôt grise mine dans les Tuamotu et pour cause. 15 ans que l'air n'avait jamais été aussi sec. Cela fait donc bientôt 2 mois que la population de l'archipel vit avec un fort déficit pluviométrique qui atteint parfois 90%. La faute à un anticyclone au-dessus de l'île de Pâques. Quoi qu'il en soit, la consommation d'eau doit être gérée avec prudence. Marouki Duri, Sandroli et Patrick Tinsin. C'est un anticyclone situé vers l'île de Pâques qui entraîne ce déficit pluviométrique en Polynésie. Déficit qui atteint près de 90% dans les Tuamotu. Un problème pour le quotidien des populations et notamment des pensions de famille. Chez moi, normalement, à la pension, j'ai 15 cuves de 7500 litres. Sur les 15 cuves, il me reste que 6 cuves. Donc, dans un mois et demi, s'il ne pleut pas, là, je serai vraiment emmerdé parce que mes bungalows, c'est la douche et le lavabo qui est à l'eau douce. Et les WC à l'eau saumâtre. Pour tout ce qui est l'eau des toilettes, laver le linge et tout, on utilise l'eau de la nappe phréatique. Donc on fait un trou dans le sol, ce qu'on appelle un pot-papé, et on récupère cette eau qui est légèrement saumâtre pour laver le linge, pour utiliser l'eau dans les toilettes. Voilà, on essaye de préserver un peu notre eau douce. Nombre d'atolls n'ont pas eu une goutte de pluie depuis plusieurs semaines. C'est le cas de Hau, Takaroa, Tikehau ou encore Rangiroa. À Anna ou à Faïté, le problème reste similaire. Il n'y a quasiment plus d'eau dans les citernes et parfois il y a même un manque de citernes. L'île de Faïté a plus souffert par rapport à Anna. Pourquoi je dis plus souffert Faïté? Il y a moins d'installation des citernes et on a l'intention de construire encore des citernes sur l'île de Faïté. La faible intensité des averses complique également la récolte d'eau de pluie. Les Tuamotu et l'archipel de la Société n'avaient plus connu pareil épisode depuis plusieurs années. Cette situation sur les Tuamotu, c'est du jamais vu depuis 2005, pour cette période. Sur la Société, la dernière fois qu'on a eu ce type de sécheresse, c'était en 2015, à peu près. Dans les prochains jours, une petite dépression touchera les Australes et les Tuamotu Sud. Pour le reste, ce sera très sec jusqu'à la fin de la semaine, y compris sur Tahiti. Alors il faudra faire preuve de responsabilité dans sa consommation d'eau. Oui, d'autres communes procèdent à des coupures d'eau régulières. Un tiers des évacuations sanitaires étaient jusqu'à l'an dernier dirigées vers la Nouvelle-Zélande, soit 272 sur 706 en 2019. La Nouvelle-Zélande, qui, vous le savez, a fermé ses frontières depuis le mois de mars en raison du risque épidémique lié au coronavirus. Conséquence pour la Polynésie, les malades ne peuvent plus être évacués sanitaires au pays du long nuage blanc, une destination pourtant choisie pour sa proximité pour traiter les urgences ou les petits examens. Désormais, tous les patients sont orientés vers Paris où attendent la reprise des vols. Lucille Guichet-Tirao, Marcel Bonou. C'était une opération très attendue pour la petite Rayana et sa maman. Atteinte d'une maladie rare, elle devait être opérée au mois d'octobre en Nouvelle-Zélande, où elle est suivie régulièrement depuis sa naissance. Mais faute de vol commercial et avec des frontières fermées, elles doivent patienter. Il n'y a pas de proposition d'ailleurs, on n'a même pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles de la Nouvelle-Zélande, justement, si ça va être pour quand, est-ce que l'année prochaine, ça va être à quel moment, on n'a pas tout est en stand-by. Son dossier est suivi, Rihanna est suivi depuis bébé, donc ils ont le dossier de Rihanna. C'est moins loin aussi? Et c'est moins loin aussi, voilà, parce que quand on prend l'avion, elle désature,
qui sature la perte d'oxygène en vol. Chaque année, près de 300 patients polynésiens sont évassanés vers la Nouvelle-Zélande. Pour les urgences cardiaques ou les grands brûlés surtout, mais aussi de petits examens comme le PET scan. Depuis le mois de mars et la pandémie de coronavirus, les frontières sont fermées et tous les vols commerciaux suspendus. Les derniers patients polynésiens en fin de traitement à Auckland sont rentrés le week-end dernier via Los Angeles et les évassanes sont désormais réorientés vers Paris. Plus de temps de transport et plus de délais sur place. Même sur Paris, effectivement, il y a des tests Covid à faire avant de partir. Arriver là-bas, effectivement, avant les consultations, ils doivent avoir effectivement tous leurs tests qui soient faits. Et souvent, effectivement, les dossiers médicaux ne sont pas forcément connus de la métropole. Effectivement, le coût des soins à Paris étant légèrement inférieur à la Nouvelle-Zélande, et on a juste des surcoûts sur les transports et les séjours, et donc on se retrouve effectivement sur ce coût. Pour l'heure, aucune date de reprise des vols vers la Nouvelle-Zélande n'est prévue. Quant à la réouverture des frontières, annoncée un temps pour ce mois d'octobre, elle est finalement reportée à 2021. La Nouvelle-Zélande qui a fermé ses frontières depuis le 19 mars dernier précisément. Nous accuser d'obscurantisme, de mensonge, de dictature ou de satanisme, cela relève de l'attaque politique. Les mots du président Édouard Fritsch lors de son discours la semaine dernière après le rassemblement des anti-masques. Peut-on parler de bashing? En clair, le gouvernement est-il victime de lynchage sur les réseaux sociaux? Non, disent les spécialistes, même si le coronavirus et les décisions que les autorités doivent prendre pour limiter l'expansion de l'épidémie ne font pas toujours l'unanimité. On fait le point avec Adi Yanko et Hiro Terorotua. Regardez. Chaque citoyen est libre de s'exprimer. En revanche, les jugements portés par les protestataires sont excessifs. Ce discours, le président Fritsch le prononce le 15 septembre dernier, 2 mois exactement après la réouverture des frontières du pays. Un discours adressé aux détracteurs, notamment sur les réseaux sociaux. Ces attaques dont serait victime le gouvernement sont ce qu'on appelle sur les réseaux le bashing, un anglicisme qui s'apparente au lynchage médiatique, mais dont les auteurs sont en majorité des internautes lambda. Mais y a-t-il vraiment bashing en Polynésie? En Polynésie française, on n'est pas vraiment touché par ce type de réaction. On est encore beaucoup plus dans des traditions, c'est-à-dire le respect du métois que l'on va suivre. Il y a ce respect, il n'y a pas ce bashing de l'autorité. Fortement critiqué, oui, notamment avec la crise de la Covid. Les discours hésitants et contradictoires venant des autorités auraient accentué une certaine défiance chez certains Polynésiens qui n'hésitent pas à écrire leur mécontentement sur la toile. C'est ce tâtonnement qui est dû à l'inédit, évidemment, qui fait douter du pouvoir. Un pouvoir souverain ne se trompe jamais. On est toujours dans ce narratif-là. En effet, on le voit lors des différentes communications du gouvernement, notamment lors des points de presse. Des recommandations qui évoluent avec un masque inefficace, par exemple, puis un masque recommandé avant qu'il ne soit obligatoire. Personne ne savait ce qui pouvait être fait. Personne. Nul scientifique était capable de dire exactement qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'il fallait faire. Maintenant, on le sait. Ces arguments seront-ils entendus par la frange de la population qui refuse catégoriquement le masque? Ou encore ceux qui parlent d'un complot mondial? Peut-être pas. Libre tribune, couveuse à complot, libérateur de parole, les réseaux sociaux sont une lame à 2 tranchants. Il ne faut pas oublier que sur le web, chacun reste responsable de ses propos et peut être amené à en répondre face à la justice. Le gouvernement qui avait annoncé, souvenez-vous, au mois de mai dernier qu'il porterait plainte contre les insultes proférées à son encontre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des maux de tête, de la fièvre, des courbatures, du mal à respirer, une perte d'appétit, appelez le 40 45 50 00 ou le 15. On en vient à présent, comme chaque soir, aux élections sénatoriales. Je vous rappelle que les 728 grands électeurs éliront dimanche matin les 2 sénateurs polynésiens. 13 candidats sont engagés. Les 2 élus le seront pour 6 ans jusqu'en 2026. Donc, je vous propose un retour sur les dernières élections sénatoriales de 2014. Vincent Dubois et Teura Eriti, candidats à Tahuera, avaient été élus tous les 2 avant que le Conseil constitutionnel n'invalide leur élection. Rappel des faits signé Marie-Christine Depape. Au sénatorial de 2014, le Tavini perd gros, le Tahuera gagne, mais il va y laisser des plumes. Après la présidence, Gaston Floss veut assurer sa succession au Sénat.
Il vient d'être déchu de ses mandats électifs suite à sa condamnation définitive dans l'affaire des emplois fictifs et au refus du président Hollande de le gracier. Le Vieux Lyon a remporté tous les scrutins depuis 2012. Ses candidats, Théora Iriti et Vincent Dubois, sont élus au premier tour. Ces jours de défaite, en revanche, pour le sénateur sortant, Richard Touhéava, le Tavini perd sa toute première et unique représentation nationale. Le 6 février 2015, c'est la stupeur au Taouéra. Le Conseil constitutionnel invalide l'élection du tandem Iriti-Dubois en raison d'une manifestation de soutien organisée le jour du scrutin par Gaston Flosse jusque devant le centre de vote. Les sages du Palais Royal estiment qu'elle a pu altérer la sincérité du scrutin. Les élections partielles ont lieu le 3 mai 2015. Un scrutin sur fond de guerre de succession au Taouéra et au Tavini. Au Taouéra, c'est l'implosion. Les élus pro-Fritsch, Lana Tetuanui et Nouhia Oloré, sont élus au premier tour. Le Tapura signe sa première victoire électorale avant même la création du parti le 20 février 2016. Cette victoire précipite la chute du Taouéra. Démission et exclusion rythment désormais la vie du parti. La sentence frappe aussi le président Fritsch. Au Tavini, c'est la discorde. Richard Touhéava perd son binôme de 2014. Contre l'avis de son parti, Totinena est candidat aux côtés de l'écologiste Jackie Briand. L'ex-coqueluche des souverainistes continuera à s'affranchir de sa famille politique. Pour ces sénatoriales 2020, des clivages refont surface. La guerre de position idéologique que se livrent le Taouéra et le Tavini se radicalise. Le Amouitaïra n'est pas mis au chaud, mais au placard. Des voix divergentes s'expriment au sein du Tapura. La dissidence s'affiche aux côtés de Gaston Flosse. 13 candidats au total, 2 d'entre eux seront élus par les parlementaires, les représentants de l'Assemblée et les conseillers municipaux de Polynésie. Semir Alwardi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, merci d'être là ce soir. L'élection de Vincent Dubois et de Théora Iriti, on vient de le voir, avait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour élire à l'époque les pro-Fritsch. L'année suivante, Nouhia Oloré et Lana Tetuanui, c'était la guerre entre Gaston Flosse et Édouard Fritsch. Cette fois-ci, on peut penser que les jeux sont faits. Thévaro Fritsch et Lana Tetuanui, les candidats de la majorité, aujourd'hui, sont quasiment sûrs de l'emporter dimanche ou pas ? Alors, on ne peut jamais prévoir les résultats des élections, on peut toujours avoir des surprises, mais il est évident que d'être soutenu par le président en place donne une force considérable. Si on revient sur cette histoire, justement, de Théora Iriti et Vincent Dubois, ils ont été élus haut la main parce que Gaston Flosse était président. 7 mois plus tard, c'est même pas un an, 7 mois plus tard, les mêmes grands électeurs se sont déjugés puisqu'ils ont voté pour les candidats du nouveau président. Ce qui montre qu'ils ont toutes leurs chances dimanche. Pourquoi les candidats du Tavini, en revanche, Oscar Temaru et Michel Villard, n'ont pas tellement de chances, eux, d'être élus sénateurs ? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que ce ne sont pas des élections qui reflètent le poids d'un parti politique à l'instant T, puisque ce sont les conseillers municipaux qui votent ? Alors, évidemment, 93% des grands électeurs dimanche sont des conseillers municipaux. Alors, donc, ça veut dire clairement qu'on regarde quels ont été les résultats des élections municipales cette année, et en fonction de ce résultat, on a une idée justement de combien vont avoir les Tavini, Tapura, Taouéra, évidemment. Alors, le sénateur sortant, Nouhia Oloré, part aux élections avec un handicap, une mauvaise réputation de sénateur, et notamment marqué par son manque d'assiduité. Est-ce que ça va lui porter préjudice ou pas forcément ? Moi, je pense que le problème de Oloré, c'est évidemment qu'il n'y ait pas un parti solide derrière. D'ailleurs, il n'a pas affiché un parti. Le Taouéra ne s'est pas affiché dans cette élection-là. Et donc, partir comme ça, sans un parti fort derrière, parce qu'on a affaire à des grands électeurs, comme je viens de le dire, on part avec un handicap certain. Le représentant des Verts, Jackie Briand, retente sa chance. Il avait recueilli moins d'1% des voix en 2014. Qu'est-ce qui fait qu'on continue toujours d'y croire, qu'on s'obstine ? Alors, en fait, il faut comprendre, par exemple, que si on prend ce cas-là, parce qu'il y a aussi le cas de Christian Vernodon qui se représente encore, mais si on prend le cas des Verts, il faut comprendre que les Verts se sont présentés dans toute l'Europe à chaque élection. Ils n'avaient pratiquement rien. Eh bien, il faut toujours qu'il y ait un représentant des Verts. Voilà. C'est ça l'idée, eh bien, en fait. Finalement, ça a fonctionné puisque le thème des Verts a
inspiré tous les partis politiques au bout d'une vingtaine d'années. Donc en fait, c'était une stratégie qui était assez porteuse. Alors, vous venez de le dire, les candidats comme Christian Vernodon et Marguerite Lai, issus de la société civile, n'ont que très peu de chances d'être élus, finalement. C'est-à-dire qu'ils se présentent comme des outsiders. Or, se présenter dans des outsiders quand on est dans une élection au suffrage direct, ça peut fonctionner, ça a fonctionné aux dernières élections présidentielles. Mais là, on est élu par des grands électeurs, ce sont des communes, ces communes sont liées directement au président pour les redistributions. Le statut de 2004 rend quand même les communes assez dépendantes du gouvernement de la Polynésie française. Donc forcément, dans ces cas-là, on ne part pas, disons, gagnant. Samira Louardi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. La prévention est-elle efficace? Les autorités le croient. En tout cas, c'était donc l'occasion de mettre en pratique une nouvelle fois les messages de la brigade de prévention de la délinquance ou de SOS Suicide. Les jeunes élèves face aux interlocuteurs institutionnels et associatifs, la période s'impose. À l'initiative de leur établissement, les 85 élèves du lycée agricole de Taravao ont bénéficié d'une journée de prévention santé. On a parlé drogue, accidents de plongée et délinquance. Caroline Fary, Jérôme Lee. Par exemple, moi, je fais 80 kg, avec ma combinaison, je mets 30 kg. Et ça me suffit pour plonger ou je vais aller. Parce que les jeunes ont besoin de repères, ces intervenants viennent à eux. Des ateliers conseils pour prévenir les accidents de pêche sous-marine, les violences ou le suicide. Le geste est apprécié. Quand je vais pêcher, savoir qu'est-ce qu'il faut, si je vais à deux, savoir qu'est-ce qu'il faut faire au cas où il y a un des deux qui a un accident. C'est intéressant, oui, parce que de nos jours, il y a beaucoup de ce genre, les violences. Voilà. Ça se passe bien, on comprend bien. C'est bien aussi pour nous, pour éviter de commettre des erreurs. Et l'alcool vient capter, appuyer l'action. Ça va comme ça? Donc quand on fait quelque chose, vous êtes responsable. Ici, on oriente les élèves sur la façon de se comporter ou de demander de l'aide face aux drogues. Depuis ce matin, le débat s'est instauré et la confiance avec. Je suis là pour les écouter. Je suis là aussi pour peut-être casser certaines représentations. Ils se rendent bien compte qu'on est là pour travailler ensemble, que je suis accompagné par des enseignants, qu'il y a des gens spécialisés qui sont là, lors de l'intervenant extérieur, on va dire, et qui sont là aussi pour travailler dans le même sens, c'est-à-dire que préserver notre jeunesse. Une prévention essentielle pour les dirigeants de cet établissement qui accueille des jeunes parfois déjà parents ou en difficulté dans leur famille. C'est vraiment casser cette barrière et dire aux élèves que n'ayez pas peur, si vous avez des problèmes, allez les voir. Parce que d'habitude, ils sont un peu frileux pour y aller. Oui, ils sont un peu réticents, ils ont un peu peur parce que ça représente quand même l'autorité. On sent l'enthousiasme des jeunes. Rien que de les observer silencieux et puis de regarder droit devant, ça donne une bonne impression comme quoi les choses sont bien faites cette année. On sent qu'il y a un impact réel sur un certain besoin qu'ils ressentent. Les élèves du lycée John Doom sont chanceux. Les échanges et témoignages réalisés lors de ces ateliers les aideront un jour peut-être à traverser une mauvaise passe. Et c'était la 3e édition de ces journées de prévention. On part à Tubuai, aux Australes, pour faire le point sur le projet de câble sous-marin baptisé Ngatitua Sud. Pour l'instant, c'est la transmission satellite qui permet d'assurer les liaisons Internet, mais c'est cher et limité en débit. Le repérage pour la pose du câble est en cours. 765 km entre Tahiti et Tubuai avec une capacité de 10 terabits. 1,5 milliard de francs au total grâce au fonds exceptionnel d'investissement de l'État, d'une subvention du pays et d'autres sources de financement comme l'OPT. Les travaux devraient bientôt démarrer. Les habitants de l'archipel ont le sourire. Vous allez entendre le responsable des îles de l'OPT, mais d'abord le chef de projet Télécom. Ils répondent à notre correspondant Gilles Busseuil. On a estimé le planning prévisionnel entre 15 et 18 mois après la signature des contrats. Le projet a été estimé à 1,5 milliard. Les réseaux locaux vont évoluer pour offrir des offres très haut débit aux clients jusque chez eux. Donc certainement en version FTTH, en fibre optique jusque chez l'abonné. Et la même chose va être faite sur la partie mobile, où les sites actuels sont en 2G, limités par le satellite, en retransmission vers Tahiti.
Et grâce à Natitoa Sud, les sites pourront passer en 4G. La mise en service du câble Natitoa est prévue d'ici juin 2022. Aux Marquises aussi, les commerçants jouent le jeu des soldes direction Wapou dans le village de Hakahau. Là-bas, les 2 commerces ont décidé d'écouler leur stock et de brader leurs marchandises. Évidemment, cela fait le bonheur des habitants de l'île, toujours Covid-free, traduisez pas touchés par le Covid. Même à 1500 km de Tahiti, on fait les magasins. La réaction d'une cliente, tout de suite, elle répond à notre correspondant Lionel Teha Moana. Ce matin, j'avais envie de passer voir les fameuses promotions là qu'on nous a annoncées, que j'ai vues sur Facebook. Et que voilà, je suis venu voir les shops pour mon fils. Parce qu'on a tous besoin, les parents sont toujours là en train de se soucier des vêtements de leurs enfants. Donc voilà. Les soldes vont durer jusqu'au 11 octobre. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Les habitants des Tuamotu souffrent d'une sécheresse inédite depuis 2 mois maintenant. 15 ans que cela n'était pas arrivé. Les cuves sont vides et la consommation d'eau millimétrée. À la une de vos journaux demain, la dépêche titre sur Tahiri, vallée, nouvel espace vert de Pirée et Tahiti Info. Déchets verts, ces intrus dans nos poubelles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain soir, vous retrouverez Ayata Tarahu. Tout de suite, votre série Empire. Excellente soirée, restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.